D'Ackern en Allemagne à Mulhouse, nous allons vous parler du pôle de compétitivité Fibre qui est installé en partie en Alsace. Nous sommes actuellement à Mulhouse dans un loft appartement qui appartient au bureau d'études Green Ingénierie. On va vous parler dans un instant de cette start-up qui s'est investie dans les nouveaux matériaux pour l'isolation de la maison. Avant cela, le pôle de compétitivité Fibre. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? J'ai le plaisir d'être avec Karl Geda. Bonjour Karl. Délégué général de ce pôle de compétitivité, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors peut-être recommencer au départ, donc un pôle de compétitivité, donc c'est un réseau dédié à l'innovation et pour renforcer la compétitivité des entreprises. Donc ces réseaux regroupent entreprises, organismes de la recherche publique, organismes de formation pour donc monter des projets de création d'entreprises ou des projets innovants dans les entreprises existantes. Il y a combien d'adhérents, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, dans ce pôle de compétitivité? Donc des adhérents, il y en a beaucoup, plus de 300, dont 250-260 entreprises. Donc le thème du pôle de compétitivité Fibre, donc qui est en Alsace et en Lorraine, donc c'est un pôle birégional. C'est la thématique des matériaux, donc des matériaux fibreux, donc et cette réflexion matériaux et environnement. Alors on parle de fibre, on pense tout de suite au textile, mais ce n'est pas que ça. C'est quoi la fibre et qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui en 2010? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut en faire en 2030, puisque l'idée c'est de rechercher pour le futur? Alors effectivement, les fibres, en fait, on pense essentiellement au textile. On pense aussi au composite puisque c'est l'évolution naturelle des éléments textiles. Ces matériaux, en fait, ont plusieurs avantages. D'abord, ils sont faiblement consommateurs d'énergie lors de leur production et avec des savoir-faire qui nous permettent d'avoir des matériaux ultra performants, ultra légers, avec des propriétés dont celles de l'isolation qui sont particulièrement fortes. Selon vous, il faut miser sur quel type de matériau, quel va être le produit phare dans les prochaines années qui va sortir des labos lorrains et alsaciens? Que doit respecter ce matériau? C'est à long terme, c'est d'être le plus naturel possible, le plus biosourcé, de trouver des pistes et de mettre en place des filières pour le recycler et de calculer donc l'impact carbone qu'a ce matériau sur l'environnement. Donc celui qui a les meilleurs scores sur ces trois-là a le plus de chances, sachant qu'il y a des matières recyclées, il y a des nouvelles matières et que à moyen terme, on ne peut pas remplacer tous les matériaux issus de la pétrochimie par ce type des matériaux naturels. Et après-demain, est-ce que ça va créer des emplois? On se souvient de l'industrie textile en Alsace il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, elle a quasiment disparu. Elle renaît justement avec cette innovation qui est vecteur d'activité. Est-ce qu'on va pouvoir avoir un gros pôle industriel énergie textile du futur, par exemple? Je l'espère. Donc, elle a quand même pas complètement disparu puisque l'Alsace-Lorraine représente la 3e zone de production textile en France. Effectivement, par rapport aux années 50, on est très loin du compte. Je crois qu'au niveau national, on devait être à plus d'1 million d'employés dans le textile. On en est à 200 000, sachant que le textile devient de plus en plus des textiles très techniques, des composites, et on peut repartir effectivement sur la création d'un pôle de transformation et de mise en œuvre des fibres. De toute façon, ce sont les matériaux qui répondent aux exigences de demain, puisqu'ils sont multifonctionnels, ils sont légers, et dans des applications d'une manière générale très haut de gamme, en fait, ça repasse par là. Merci beaucoup, Karl Geda. Alors, on est dans un loft studio ici à Mulhouse. Ce loft studio appartient à Green Ingénierie. C'est un laboratoire, un bureau d'études qui travaille sur les matériaux du futur. Je vais vous présenter Eric Alvarez. Salut Eric. Eric est le patron de Green Ingénierie. Il a trouvé un truc génial. Au lieu de la fumée, il en fait de l'isolant. C'est ça l'idée? Alors c'est pas du tout du chanvre, mais il s'agit d'une plante qu'on appelle le kenaf, qui pousse sur des latitudes un peu plus tropicales, qui ressemble en fait à des grands roseaux avec des feuilles de chanvre, effectivement, d'où la confusion parfois, mais qui n'a pas du tout les mêmes propriétés. Donc nous avons isolé cette plante à la suite d'un gros travail de veille technologique qui a duré pratiquement pendant 2 ans, qui nous a permis d'étudier aussi les marchés que nous visions et qui nous a permis à la suite de différentes caractérisations avec entre autres l'école de chimie de Mulhouse, d'isoler cette fibre de kenaf qui présentait certaines propriétés tout à fait intéressantes pour des applications en fait isolant du bâtiment. Alors montrez-nous, vous l'avez derrière vous, c'est cette fibre est là, voilà, donc à partir de ça, quand même, vous arrivez à ça. C'est combien de temps d'études, d'années d'études pour arriver de ça à ça? De combien de temps vous avez mis? 2 années, 2 années de travail. 2 années de travail, plus un programme de recherche et développement qui a démarré fin 2008 pour une période de 3 ans. Et donc nous avons en fait différentes étapes. Nous sommes déjà en commercialisation d'une première version du produit. Et ensuite nous allons l'améliorer par notamment le remplacement du liant synthétique par quelque chose de plus naturel. Et vous êtes allé dans la forêt, vous avez coupé tout ce qui poussait pour savoir quel était le meilleur isolant. Comment vous êtes tombé là-dessus? Parce qu'en plus, ça pousse pas en Alsace, ça.
Ça pousse pas en Alsace, effectivement. Alors, il y a des travaux qui nous ont aiguillés un petit peu sur la voie du Kenaf, entre autres un programme de valorisation qui s'appelait BioKenaf, qui a conclu de manière négative sur la non-utilisation possible de cette plante en Europe, puisque les plants plantés ici dans le Bade-Württemberg et dans le bassin rhénan ont atteint à peu près une trentaine de centimètres, alors qu'en Malaisie, où nous l'exploitons, elle atteint 3,70 m. Donc là, c'est effectivement un roseau, en fait, une partie de la plante. Donc il faut s'imaginer une plante qui monte à 3,70 m, et on va en extraire, en fait, dans la partie de l'écorce, en fait, ce qu'on appelle la filasse. C'est jusqu'à 3 fois plus cher qu'un isolant traditionnel. Par contre, ça a des avantages, en fait, qui sont tout à fait tout à fait intéressants à amener, c'est-à-dire que tout simplement déjà on va travailler avec des méthodes d'isolation différentes, on va pouvoir travailler avec des densités nettement supérieures, donc on va améliorer les temps de déphasage, donc le confort thermique en été aussi bien qu'en hiver, face à des systèmes en fait conventionnels. Une jeune start-up qui se lance dans la fibre, on pourrait dire c'est un pari complètement insensé, complètement fou. Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans ? Tout simplement parce que nous avons bien regardé ces marchés qui sont en pleine croissance et on est convaincu que les écomatériaux, en fait, comme nos panneaux, sont à l'interface et à la croisée de différentes industries qui sont en train de se restructurer. Et on est convaincu qu'une nouvelle ère, en fait, et des nouveaux modes de fonctionnement vont nous permettre, en fait, de nous développer dans cette voie-là. Bonne chance, Eric. Nous, on va aller dans une école à Mulhouse. On vous l'a dit avant avec Karl et avec Eric. Il faut beaucoup de recherche pour arriver à ce genre de matériaux. C'est à Mulhouse, à l'ENSISA. On y va immédiatement. Et vous allez voir que là-bas, la matière grise se transforme également, dans très longtemps, en réelle matière naturelle. À l'école d'ingénieurs de Mulhouse, l'ENSISA, avec Jean-Yves Dréhan à mes côtés. Bonjour Jean-Yves, où sommes-nous? Ici, on se croirait dans une usine. C'est presque une usine, c'est une usine en petite grandeur, on va dire. C'est la filature, c'est notre atelier dans lequel on va transformer les fibres en fils pour pouvoir ensuite les transformer en étoffe. Et donc tous les élèves apprennent ici à faire de la fibre, c'est ça sur ces machines? Ils apprennent à partir des fibres, ils apprennent à faire du fil tout en contrôlant la régularité du produit et en sachant intervenir sur les machines s'il y a génération de défauts. Effectivement, tous les élèves passent par ici. Et quand ils sont passage, vous avez le bâton, c'est ça l'idée? Alors l'idée sur ce que vous voyez ici, nous avons des fibres d'origine africaine, c'est une liane. Et dans le cadre des recherches que nous menons, c'est d'extraire les fibres de ces lianes pour avoir des fibres telles que celle-ci. Le but étant de valoriser ce produit africain et si possible d'en faire des composites que nous appelons verts avec une matrice qui serait recyclable. Donc c'est pas du tout pour taper l'élève de l'ENSISA, ça devient du fil, c'est ça? Depuis combien de temps on a l'idée de prendre des petites branches et d'en faire du fil? Ça date de quand ces recherches sur le composite vert, puisque c'est comme ça que ça s'appelle? L'extraction des fibres remonte à peu près à 10 000 ans. À partir de tiges, donc c'est une technique très très ancienne. En revanche, l'extraction des fibres pour faire des renforts de composites sur des composites divers, ça fait à peu près une vingtaine d'années que les recherches ont commencé. Ça fait surtout, on va dire, 6 à 7 ans que ça s'est accéléré. Alors ce que vous avez en main là, si on peut appeler ça en prototype, c'est ça? C'est pas encore utilisable en l'état actuel? Non, en l'état actuel, on l'a en très petite quantité. Nous travaillons sur des dizaines de grammes, alors qu'il faut au minimum une centaine de grammes pour pouvoir faire du fil. Et industriellement, il faut des tonnes. Donc là, on peut dire qu'on est allé à l'échelle prototype. Si effectivement le prototype fonctionne, on pourra l'industrialiser. Combien de personnes travaillent avec vous sur ces lianes africaines? On va dire on est sur l'équipe. Si on prend avec les doctorants et post-doctorants, plus les stagiaires qui viennent, une demi-douzaine. Pas tout à fait à temps plein, malheureusement. Toujours à l'ENSISA, on va changer de laboratoire pour trouver d'autres applications, d'autres domaines de recherche sur ces fibres du futur dans la région. À l'ENSISA, ils ont une chose formidable, c'est le laboratoire de nanotechnologie. Et dans ce labo, il y a Nabil. Salut Nabil. C'est quoi les nanotechnologies? Les nanotechnologies, et nous plus particulièrement les nanofilaments, sont des matériaux à l'échelle nanométrique, donc à peu près 1000 fois plus petits qu'un cheveu. Et ce sont des matériaux ici qu'on synthétise pour des applications bien spéciales.
pour de la médecine, pour de la délivrance de substances actives et plein d'autres encore applications assez fines. Et ils sont fabriqués comment? C'est quoi ces fibres, ces nanofilaments? C'est fait en quoi? Nous, on utilise des polymères, donc différents polymères qu'on passe en solution, qu'on injecte dans des champs électriques intenses et en sortie, on obtient sur des collecteurs métalliques en général, on obtient ces matériaux. Ce sont ce qui pourrait s'approcher, ce serait des fils de plastique extrêmement petits. Alors, vous le disiez, l'un des domaines d'utilisation, c'est la médecine. On en fait quoi de ces nanofilaments? Ça se retrouve dans notre corps, dans des médicaments? Ce qui se passe au niveau des propriétés des nanofilaments, c'est que notre corps est fait de fibres, beaucoup de fibres, et avec ce type de matériaux, on reproduit à l'échelle nanométrique, si vous voulez, les conditions du corps humain. Donc, par exemple, une cellule, pour croître, elle aura besoin d'avoir un univers nanoscopique face à elle. Et avec ce type de matériaux, ça nous est possible de réaliser cette reconnaissance de la molécule, de la cellule, pour lui permettre de croître. Ça, c'est aujourd'hui, c'est demain. Quand est-ce qu'on va pouvoir profiter, se faire soigner avec des nanofilaments? Les nanofilaments ont un potentiel en fait très important. Et je pense que dans les années à venir, elles vont devenir incontournables dans toute application où on aura besoin de surfaces spécifiques importantes ou de choses très précises. Donc je pense que c'est pas demain, mais peut-être même ce soir. Merci Nabil.